heureux de vous retrouver pour poursuivre les discussions que nous avons amorcées sur Europhilo, consacrées aux mots qui tuent, aux concepts qui ont une vertu opérationnelle, aux concepts déployés par l'Union européenne et qui ont une vertu opérationnelle pour circonvenir les États. Alors avec cette deuxième discussion, vous avez peut-être l'impression que je suis resté arrêté à la première, puisque vous retrouvez le terme de subsidiarité que nous venons à peine de quitter. Mais vous noterez qu'il y est adjoint un qualificatif, puisque je souhaite parler dans cette séance de subsidiarité active. Alors, comme avec la subsidiarité simple, il s'agit toujours bien d'un détournement d'attention qui est opéré par l'institution européenne dans le but de circonvenir les États, comme je le disais. Le mécanisme et la finalité sont similaires à ce que j'ai déjà décrit, mais la cible change par rapport à ce que j'ai exposé lors de notre discussion précédente. On s'adresse en fait non pas directement aux États, comme c'était le cas avec le terme de subsidiarité et le principe de subsidiarité, mais on s'adresse aux autorités locales et régionales, autrement dit, à des entités infra-étatiques. Oh, l'intention est simple, elle est limpide, je serais tenté de dire, c'est de passer par-dessus la tête des États en nouant, ou plutôt en affectant de nouer, des liens directs avec villes et régions, tout en protestant, même encore aujourd'hui, ne pas vouloir outrepasser ses attributions, en prétendant ne le faire, ce lien opéré avec ville et région, que par pure bonne volonté et pour conforter la démocratie. Alors, je vous cite un extrait de texte de communication qui dit « Bien que les traités ne contiennent pas de dispositions explicites concernant une interaction directe entre la Commission et les parlements régionaux, la Commission tient compte des contributions de ces derniers et y répond. » Donc, vous voyez, c'est une sorte de mansuétude, mais qui ne doit pas illusionner, parce qu'en réalité, comme l'exprime en toute bonne foi le rapport de la Task Force de 2018, vous vous souvenez, le rapport auquel j'ai fait référence dans la discussion précédente, ce rapport symptomatiquement intitulé « Subsidiarité active, un nouveau mode de fonctionnement », eh bien dans ce rapport, l'Union européenne, vise essentiellement, je cite, une plus grande participation des autorités nationales, locales et régionales qui ont souvent un rôle particulier à jouer dans la mise en œuvre de la législation de l'Union sur le terrain. Or, en l'espèce, le terme de participation n'est sans doute pas entendu dans le sens exact que pourraient espérer les intéressés, que sont les villes et les régions. Il révèle que du côté de Bruxelles, la participation ou leur participation attendue n'est pas tant du registre de l'acteur, ils ne vont pas être des co-décisionnaires, mais du domaine de l'agent, c'est-à-dire qu'ils seront des exécutants. Et le texte est sans ambiguïté, je poursuis la citation, une telle subsidiarité active devrait promouvoir une appropriation et une compréhension accrue par les intervenants de ce que fait l'Union. Tout est dit. Les régions et les collectivités locales ne sont que des intervenants en mission à ses yeux, auxquels il s'agit simplement de fournir en quelque sorte le catéchisme et le manuel d'instruction. Il n'est question que d'évangéliser et de marquer la cadence pour ceux qui, après les États membres eux-mêmes, doivent faire office de purs agents d'exécution de première ligne des œuvres de l'Union souveraine. Du point de vue de l'institution européenne, voilà une fois encore dans toute sa splendeur la véritable vertu de la subsidiarité. Mais ici, je l'ai dit, la subsidiarité se voit épaulée par une autre notion habilement scénarisée, mise en scène pour que l'illusion perdure. C'est celle de gouvernance multiniveau. Ça, c'est le concept, c'est l'expression que vous retrouvez à plusieurs reprises dans les textes officiels de l'Union européenne et qui est un véritable appel du pied des instances européennes en direction des collectivités locales, que l'on n'hésite pas à flatter en les caressant dans le sens du poil, tout particulièrement les villes et les villes métropoles et les régions.
mais je veux simplement dire que ce sont en fait quelques 74 assemblées régionales qui possèdent des pouvoirs législatifs, 281 régions et en gros 80 000 autorités municipales d'Europe, qu'il s'agit d'enrôler au service du projet porté par l'Union. L'institution agite aujourd'hui encore l'idée d'une participation accrue de ces échelons lorsqu'elle parle de sa gouvernance multiniveau et prétexte le début d'un processus visant à ouvrir davantage ces procédures au niveau local et régional. Tout ça, c'est la même stratégie d'hypnose dont j'ai démontré les effets pour les États, qui est ici, cette stratégie est ici appliquée à destination des entités infra-étatiques que sont les régions, les métropoles et les villes. Il n'aura pas échappé aux observateurs que le déploiement majeur de la structure européenne, celui qui a officiellement révélé l'Union au début des années 90, eh bien, il est concomitant de celui des régions dans plusieurs États membres, de leur institutionnalisation politique, largement portée par la référence faite à ces échelons dans le cadre des politiques communautaires. Alors, je donne comme exemple la réforme des fonds structurels de 1988, qui, pour faire simple, je ne vais pas m'y étendre, a entériné l'octroi de financements thématiques européens, non plus exclusivement aux États, jusque-là les financements européens transitaient par les États qui décidaient de leur attribution territoriale, mais là, le financement européen est à destination de fractions ciblées de certains territoires, de certains États, et c'est ce qui a renforcé ou déclenché même le processus de régionalisation en leur sein. Alors une concomitance et un lien qui sont tout à fait évidents en Grèce, en Espagne et au Portugal, où la réforme de l'administration interne de ces États a été totalement concomitante avec l'adhésion à l'Union européenne. Alors, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, tout simplement en proposant des modes de financement communautaires dont la programmation et l'application supposent un cadre territorial infra-étatique. C'est-à-dire, pour accéder aux subsides européens, les États ont été alors obligés de donner à l'échelon régional des responsabilités et des moyens d'action nouveaux en matière de développement. En d'autres termes, les aides européennes au développement régional peuvent être considérées comme les instigatrices du cadre administratif régional qu'elles ont finalement imposé au sein des États. Mais tout ceci concourt avant tout à la réduction, à l'attrition du pouvoir comme des compétences des États dans leur capacité à définir souverainement des politiques spécifiques sur leur propre territoire et à détenir des moyens en propre pour les mettre en œuvre. C'est ainsi par exemple qu'en France, plus des 3/4 des fonds alloués à la cohésion sont administrés par des autorités de gestion régionales. Mais ils sont bien gérés à l'échelon régional de l'État français, mais ils sont bel et bien fléchés et déterminés par l'Union. Cet agencement n'est pas neutre. N'est pas neutre tout simplement parce que, contrairement à ce qu'on donne à penser, on donne à croire, les échelons régionaux et l'Union européenne ne sont pas dans une posture d'égal à égal. C'est en fait une relation déséquilibrée entre les régions et l'Union qui s'établit par là et qui est marquée par une évidente asymétrie de pouvoir. Les échelons locaux sont exclusivement en position de demandeurs et jamais en posture d'acteurs directs dans la définition des politiques qui sont conçues, elles, à l'échelon européen, mais les concernent. Pour autant, l'Union y gagne non seulement une marge de manœuvre qui lui permet d'élargir son champ d'action, mais encore une sorte de légitimation de ses politiques parce qu'elle fait office de guide. Elle bénéficie même d'une certaine forme d'engouement et de fidélité intéressée de la part de ces nouveaux responsables et acteurs régionaux qui sont rendus d'autant plus réceptifs à une imprégnation européenne qu'elle conforte leur position face à l'État central. Ils dépendent de l'Europe par une espèce de nouveau clientélisme et sont donc au besoin susceptibles de manifester des intérêts divergents de l'État dont ils font partie et d'être manœuvrés dans un sens conforme aux vœux de l'Union. Car il s'agit bien de demeurer
dans les bornes que l'institution détermine à son gré. Elle se donne volontiers pour régionaliste, quitte même à flatter quelques velléités militantes, pour ne pas dire indépendantistes, mais que lorsque cela l'arrange. Et ainsi, on voit qu'elle s'est révélée nettement anti-sécessionniste lors de l'épisode malheureux de 2017 en Espagne avec la Catalogne, lorsque, sur la base des résultats d'un référendum d'autodétermination qui avait été légalement tenu et remporté, eh bien, elle a refusé toute forme d'encouragement à la reconnaissance de l'identité catalane et de l'autonomie au sein de l'État espagnol. Cette revendication nationaliste, qui s'est accompagnée de la prétention de devenir un État souverain et indépendant, n'a absolument pas été suivie ni confortée par l'Union européenne. Oui, ce que je veux dire, c'est que l'Union européenne est en mesure de flatter la dimension régionale quand ça l'arrange, mais par contre, lorsqu'elle s'émanciperait au point de devenir sécessionniste et indépendante et prétendre devenir un nouvel État, on arrête tout de suite toute forme d'encouragement. Alors, concernant la Catalogne, je donne ici juste les grandes lignes simplement pour camper cette volte-face de l'institution dans ce cas précis qui doit être gardée à l'esprit et méditée. Ce qui s'est passé fin 2017, avec la proclamation le 27 octobre de la République catalane, au lendemain des résultats du référendum d'autodétermination qui s'était tenu le 1er octobre 2017. Mais ce qui s'est passé était prévisible depuis au moins 2012. La voie en avait été marquée et tracée par un premier référendum symbolique pro-indépendance qui avait été gagné, tenu et remporté fin 2014. Et un document qui est tout à fait accessible en ligne, un document avait été rédigé par le gouvernement de la province catalane, la Generalitat, un document qui avait été rédigé en plusieurs langues pour pouvoir être diffusé largement à l'international, qui s'appelle en français « Les voies de l'intégration de la Catalogne dans l'Union européenne ». C'est un document de 70 pages, 73 pages, qui sont des pages parfaitement claires et posées, et dont la version à laquelle je fais référence date de 2014 et que vous pouvez consulter. Donc l'intention d'indépendance catalane, de constitution d'un État qui demeurerait au sein de l'Union européenne était largement connue bien avant 2017. Elle avait été publiée, diffusée le plus largement possible. Or, à partir du 27 octobre et de cette proclamation officielle de la République catalane, l'Union européenne s'est tenue en retrait complet, laissant les foudres de l'État espagnol s'abattre sur la Catalogne. Une Catalogne qui a été mise sous tutelle pendant près d'un an, avec son président ainsi que le gouvernement qui ont été destitués, et bon nombre d'élus accusés par la justice espagnole, alors là, le catalogue des charges est énorme, de rébellion, sédition, détournement de fonds publics, désobéissance à l'autorité. Ils ont été poursuivis et jugés et incarcérés en Espagne avec des peines lourdes, pour certaines jusqu'à 13 ans de prison, pour ceux qui n'avaient pas pu fuir. La majeure partie ont fui, ceux qui ont fui en Belgique. Donc bon. Mais curieusement, du point de vue de l'Europe, il ne s'agissait en fait que d'une affaire intestine espagnole et non d'une affaire européenne. Et l'Union, qui d'habitude est si prompte à défendre l'état de droit, a laissé le champ libre aux bras lourds de la justice espagnole, qui a frappé plusieurs leaders indépendantistes, y compris certains qui avaient entre-temps été élus députés européens et dont l'immunité parlementaire européenne a été complaisamment levée. Oui, j'ajoute que cette prudence tactique de l'institution européenne est ancienne. On la retrouve dans la nature du Comité des régions, qui est une des instances consultatives qui a été créée et introduite en 1992 par le traité de Maastricht, une institution européenne, une instance européenne. Alors à ceux qui penseraient que l'Europe a donné naissance à une plateforme de revendication d'ordre régional, il faut en fait rappeler que là aussi, par prudence, fort judicieusement, le comité des régions est censé représenter la diversité des collectivités locales. Et c'est ainsi qu'y siègent aussi bien des dirigeants de région que des maires de petites villes,
des élus de métropole comme des représentants de communautés rurales. Cette diversité est donc tout à fait opportune pour éviter la constitution d'un bloc de responsables régionaux qui auraient naturellement tendance à promouvoir le rôle et les fonctions de leur échelon administratif dans la construction européenne. Ici, au contraire, cette diversité d'échelles et de milieux se trouve admirablement servir l'objectif principal de la structure, qui consiste à avoir sous la main de possibles contre-feux aux manifestations libres et autonomes d'États nationaux souverains. Oui, la décentralisation, l'institution européenne en est même un ardent défenseur, personne ne le conteste. Et il est vrai que sur le principe, les réglementations européennes concernent et au final affectent directement les collectivités locales, notamment quand il s'agit de l'application concrète des dispositions dont le schéma a été défini, arrêté et retenu à l'échelon des États. Que l'on songe par exemple aux prescriptions relatives à la mise en décharge des déchets. Tout ce qui concerne l'enlèvement des déchets s'exécute bien localement, au niveau du terrain, en quittant les cieux éthérés des administrations de Bruxelles, les bureaux des cadres et des techniciens des ministères de chaque État central, pour se confronter au monde réel, au contact des usagers. Et c'est d'ailleurs le prétexte subtil pris par l'institution pour vanter les mérites de l'union multiniveau, afin de prétendre, par la référence aux collectivités territoriales, aux collectivités locales, à des décisions et des actions publiques européennes qui sont censées avoir été prises aussi près que possible des citoyens. Les collectivités locales sont l'alibi parfait pour combler un éventuel déficit démocratique dont l'institution pourrait se voir taxée. Le comité des régions n'en fait pas mystère et il devient le porte-voix de la structure européenne, ainsi qu'en atteste une de ses récentes résolutions dès son ouverture, dès l'ouverture de cette résolution. La prise en compte, je cite, la prise en compte des besoins et des préoccupations des communautés locales et régionales par l'Union européenne renforce la légitimité démocratique, améliore l'appropriation et accroît la valeur ajoutée des politiques de l'UE et leur efficacité sur le terrain au bénéfice des citoyens. Ça, c'est une résolution du Comité européen des régions de 2020, du 1er octobre 2020, qui donne les priorités pour la période qui s'achève maintenant de 2020 à 2025. On assiste en fait à une sorte de ballet concerté entre les différentes instances européennes qui tendent à donner une image de parfaite entente et d'évolution sur la même longueur d'onde, remettant en scène le principe de subsidiarité dans une version renouvelée, mais qui est en fait aussi redoutable que dans son application à l'échelle des États membres. Ainsi, le comité des régions avance avec confiance et enthousiasme que, je cite, les collectivités locales et régionales jouent un rôle essentiel dans la formulation et la mise en œuvre des politiques de l'UE, laquelle doit, par conséquent, veiller à ce que les villes et les régions soient mieux et davantage associées au processus décisionnel européen grâce à un système pratique et bien organisé de gouvernance à plusieurs niveaux. Retrouvez le terme dont nous parlions. On évoque même une nouvelle manière de travailler pour l'Union européenne, notamment au moyen d'une révision des traités qui permettent d'associer pleinement les villes et les régions à l'élaboration des politiques. À quoi la Commission répond en faisant usage du même couple de notions dans une de ses communications en disant « La notion de subsidiarité active désigne le fait que des contributions des parlements nationaux et des collectivités locales et régionales dans la phase prélégislative aident la Commission à calibrer ses propositions dans le contexte spécifique de la gouvernance multiniveau. » Bon, voilà, vous avez compris, l'entente paraît donc parfaite sur le papier, même si, à y regarder de plus près, le comité des régions donne plutôt des signes qu'il est tenu en haleine et appelé à livrer lui-même d'abord des gages de son dévouement à la cause européenne. Ainsi,
le livre blanc sur la gouvernance à multiniveau, qu'il porte, que le comité des régions porte depuis de nombreuses années, tout en plaidant en faveur de l'intégration des objectifs des collectivités régionales et locales dans les stratégies de l'UE, eh bien, il témoigne dans la foulée sa contribution à l'édifice qui vise à contenir l'autorité des États nationaux. Je donne cet exemple de cet extrait qui dit « Les conditions d'une bonne gouvernance à multiniveau résident en effet dans les États membres eux-mêmes. Les principes et mécanismes de consultation, coordination, coopération, évaluation qui sont prônés au niveau communautaire doivent en premier lieu s'appliquer au sein des États membres. » Donc vous voyez, on récite bien sa leçon, elle a bien été apprise et elle est bien redonnée. Gouvernance multiniveau, il faut entendre par là une manière non hiérarchique de négociation, d'administration et de régulation entre différents acteurs. En fait, c'est la représentation ambitionnée pour désigner la modalité de fonctionnement au sein de l'Union. Je peux fournir une illustration en donnant par exemple un extrait de la nouvelle charte de Leipzig pour le développement urbain durable, qui est un texte qui a été élaboré en fin d'année 2020, le 30 novembre 2020, où il est indiqué que le soutien des niveaux européen, national et régional est nécessaire pour que les villes puissent trouver des solutions locales aux défis mondiaux. La formule, elle est emblématique de cette mobilisation collective à tous échelons pour une bonne cause planétaire, où la participation de chacun met en jeu des acteurs autonomes qui opèrent à partir de leur propre niveau autour d'un but commun. Tous solidaires et de bonne volonté, prêts à jouer collectif, sans compétition ni concurrence, passant chacun la main à la poche pour le bien commun. Mais en fait, la lecture faite du financement collectif et de la gouvernance multiniveau telle que pratiquée par l'Union diffère quand même quelque peu de ce schéma de principe idyllique et faussement naïf. Alors, en quoi ça diffère ? D'abord, parce que la perspective de financement européen sert de guide pour l'orientation des fonds publics au sein de chaque État. C'est ce qu'on a tendance à oublier. En effet, ainsi que le précisent les règlements pour l'attribution des fonds européens, et notamment l'actuel qui couvre la période qui va jusqu'en 2027, je cite, « Pour chaque programme, chaque État membre organise et met en œuvre un partenariat global qui associe au moins les partenaires suivants, les autorités régionales, locales, urbaines, les partenaires économiques et sociaux compétents, les organismes concernés représentant la société civile, tels que les partenaires environnementaux et les ONG, les organisations non gouvernementales, ainsi que les organismes chargés de promouvoir l'inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l'égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination. Et le cas échéant, les organisations de recherche et les universités. Ouf. Alors on voit que l'acception du partenariat, elle est très large. Ce qui veut donc dire que, comme il s'agit de cofinancement et que l'Union ne contribue pas, sauf cas particulier, à plus de 30% du montant des programmes qu'elle impulse, eh bien en fait elle engage par ses orientations programmatiques les fonds publics de ses propres membres et de leurs collectivités territoriales, pour l'allocation desquelles, en outre, alors tant sur le plan des thématiques que sur la sélection des bénéficiaires, eh bien le choix final, qui va toucher l'argent, le choix final sera le fruit d'une concertation et d'une composition avec des acteurs externes aux États comme aux collectivités, qui sont non seulement externes, mais non financeurs, et qui se trouvent, via l'Europe, obligatoirement associés au processus et qui auront leur mot à dire. En d'autres termes, le cofinancement induit le fléchage des dépenses par les autorités nationales sur des thèmes choisis par l'Union, qui plus est, ces dépenses soumises, quant à leur emploi, à l'avis de structures tierces non contributrices. Alors c'est quand même un peu fort. C'est en quelque sorte dire aux États, remerciez-moi de vous inviter à votre propre table,
de choisir le menu comme les convives, d'en être le grand organisateur sur votre dos, alors que je ne paye moi-même que le café, et qui plus est, à partir d'argent que vous m'avez alloué. Alors, je ne sais pas si les gens se rendent bien compte de ce que cela signifie. Mais bon, au-delà de cela, l'Union conditionne sa participation finale, puisque, suivant le schéma qu'elle a instauré, elle n'intervient qu'en dernier, en remboursement des avances qu'auront dû consentir les États aux bénéficiaires qu'ils ont sélectionnés. C'est une façon de coincer, bien sûr, les États, puisque chacun s'engage à donner quelque chose, et l'Union passe en dernier en remboursement des avances qui auront été faites en son nom par l'État. Donc, elle conditionne sa participation finale, l'Union, au fait que l'État concerné n'ait aucun point de litige avec elle. Dans le cas contraire, la structure européenne peut suspendre, y compris ses paiements intermédiaires, ce qui revient finalement à exercer une forme de menace ou de chantage permanent sur ses membres, qui sont pris doublement au piège par leur propre participation financière à un programme qui est impulsé malgré eux, et par le manque éventuel d'argent qui serait dû aux avances qu'ils ont déboursées dans l'optique de la part promise par l'Union. C'est ce qui a été l'objet d'un jeu du chat et de la souris constant, par exemple avec la Hongrie, depuis plus de 10 ans, l'Europe pouvant réduire ou conditionner à discrétion le montant de sa participation aux programmes européens, au projet qu'elle a initié. En outre, le même règlement en atteste, l'évolution dans le cadre des fonds européens s'assortit d'obligations de valorisation de l'Union européenne en tant qu'institution. Ce sont des obligations de valorisation, de publicité de l'Union européenne en tant qu'institution qui sont imposées. Ces obligations de publicité sont imposées non seulement aux bénéficiaires des fonds, donc à ceux qui finissent sur le terrain par toucher l'argent qui transite sur ce projet européen, mais avant tout aux États membres, qui attestent au passage que dans toute opération, les différents partenaires, ce qui atteste que dans toute opération, les différents partenaires ne se valent pas et que finalement tout doit converger vers la promotion prioritaire de la structure européenne. Alors je vais vous donner des illustrations. C'est l'objet de plusieurs articles du règlement de 2021 que j'évoquais, le règlement, sous l'intitulé explicite c'est un chapitre dans ce règlement qui s'intitule « Visibilité ». Les bénéficiaires, mais surtout les différents échelons territoriaux nationaux, deviennent par cette règle contraints à faire office d'ambassadeurs, ou plutôt je dirais d'hommes sandwich, des initiatives européennes qui sont en fait menées sur fonds publics nationaux, ne l'oublions pas. Alors avec toute la minutie dont l'institution s'avère capable pour les éléments qu'elle juge essentiels, le règlement spécifie l'obligation de créer pour chaque État membre un portail Internet dédié à l'accès à tous les programmes qui sont à participation européenne le concernant. C'est l'article 46. Alors, bénéficiaires des fonds, autorités de gestion et bien sûr États membres doivent multiplier l'usage du logo étoilé européen. Ça, c'est l'article 47. Pour toute activité de visibilité et de communication sur le sujet. Une longue annexe dans ce règlement précise de manière, je dirais, cocasse, la taille et les éléments de préséance de ce fameux logo européen, surtout s'il est amené à en voisiner d'autres, ce qui est logique puisqu'il s'agit de cofinancement. Alors, je cite, l'extrait vaut son pesant d'or, il doit avoir, le logo doit avoir au moins la même taille, mesurée en hauteur et en largeur, que le plus gros des autres logos. Donc, lorsqu'il s'agit de réalisation physique, comme dans le cas de la participation au financement d'un équipement public, mais l'obligation est faite d'apposer des plaques ou des panneaux d'affichage permanents, là je cite, des plaques ou des panneaux d'affichage permanents bien visibles du public présentant l'emblème de l'Union. Et cela, ça doit être fait dès que la réalisation débute. Article 50. Si le montant total de l'opération excède les 10 millions d'euros, donc pour les grosses opérations, les responsables du pays concerné, donc là où finalement l'argent atterrit,
doivent obligatoirement organiser, je cite, une action ou une activité de communication en y associant en temps utile la Commission européenne. Bref, je n'ai pas besoin de m'étendre plus pour que chacun comprenne combien la gouvernance multiniveau dans ces conditions se solde par une promotion ardente, préférentielle pour ne pas dire exclusive de l'Union auprès du grand public et à son entier bénéfice de l'Union, alors que les sommes investies dans toute opération lui sont majoritairement étrangères, puisque comme je le disais, elles ne participent jamais au-delà de 30% du montant total de l'opération. Ce qui veut dire que de 70% du reste du montant est de sources non européennes. À partir du moment où des subsides européens arrivent jusqu'à vous, vous-même et vos réalisations entrez automatiquement de manière contractuelle et définitive, vous rentrez dans son orbite, dans son champ gravitationnel, et partant, vous servez sa valorisation aux yeux du public. Vous devenez dans votre État même un agent publicitaire de l'Europe et personne n'y coupe. Voilà, c'était ce que j'avais à vous présenter pour cette discussion concernant le double vocable subsidiarité active, gouvernance multiniveau. Vous voyez comment ça opère, quels en sont les effets et comment l'Union en est le principal bénéficiaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle les a retenus, ces concepts, pour que ça puisse fonctionner et la servir comme elle le souhaite. Alors, je terminerai ce cycle de discussion par une troisième discussion sur des derniers concepts que vous aurez prochainement en ligne. N'oubliez pas, si vous souhaitez suivre ces circuits de discussion, de vous abonner et de cocher la case choisir toutes les notifications pour pouvoir être prévenu à temps de toute nouvelle publication de vidéos sur le site de Eurofilo. Je salue nos nouveaux abonnés suite à mes différents passages récents sur aussi bien Télé Liberté que la chaîne Toxin, sur Toxin. Voilà, je vous encourage bien sûr à diffuser le plus largement possible, à prendre connaissance des ouvrages et à pouvoir vous y reporter ou éventuellement les offrir ou en faire la plus forte promotion pour que le message puisse être le plus largement diffusé. Et avant de nous retrouver, je vous souhaite de passer d'excellentes semaines et de demeurer, suivant la coutume d'Europhilo, toujours très vigilant. À bientôt.